C'est c'est ce genre de film-là. La chaîne Pourquoi c'est bon a obtenu récemment son 1000e abonné et pour célébrer, j'ai décidé de faire une série de vidéos pour le fun, comme on dit. Aujourd'hui, on parle des 10 pires films que j'ai découverts depuis le début de la chaîne. Donc la chaîne a environ 2 ans et demi, c'est à peu près ça. Des fois, je parle de films que j'ai vus comme 50 fois, ça arrive, là. Mais ça, c'est des films que j'avais pas vus avant de décider de faire une vidéo, essentiellement, grosso modo. Ils ont toutes des qualités, mais c'est quand même c'est quand même les pires, là. D'habitude, je mets toujours l'accent sur le positif, comme vous le savez. Alors, pour rester fidèle à cette mission sacrée, pour chacun des films, je vais non seulement dire pourquoi le film est sur la liste, mais aussi, je vais quand même dire pourquoi c'est bon, et en profiter pour faire aussi une recommandation d'une meilleure version, si vous voulez, de ce film-là. Alors, sans plus tarder, numéro 10 des pires films que j'ai découverts depuis le début de la chaîne, c'est On a Silver Globe de 1988. Film polonais d'Andrzej Zulawski. Et, ben, oui, il y a des gens qui aiment beaucoup ce film-là. Je suis tenté de dire, je ne sais pas s'ils l'ont vu, là. C'est un film qui a une légende qui l'entoure. Puis je pense que c'est un peu beaucoup pour ça que les gens l'aiment. Les gens aiment l'idée du film, je pense, davantage que l'expérience du film. Mais il y a quand même une qualité vraiment brillante dans ce film-là que je vais mentionner. Donc, qu'est-ce que c'est avant tout? Ben, c'est une histoire de science-fiction, c'est une sorte de space opéra dystopique basée sur une série de romans polonais écrits par, je pense, l'oncle, le grand-oncle de M. Zulawski, quelque chose comme ça, et très connu en Pologne, semble-t-il, très respecté. Ça raconte l'histoire d'une expédition sur une planète lointaine et tout va très mal, mais ils réussissent quand même à former une société, fondamentalement, qui va revivre l'évolution complète de la race humaine, plus ou moins, qui va passer de la préhistoire barbare au Moyen Âge barbare à l'apocalypse barbare. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est à peu près ça. C'est pas un film très optimiste sur la race humaine. Puis le problème avec le film, c'est que M. Zulawski, il y a deux problèmes. Il y a un problème technique là, au niveau où est-ce que les mouvements de caméra sont très distrayants, puis il y a des choix de mise en scène qui sont vraiment un peu assommants, là, carrément. Là. Il y a trop de mouvements, le montage est trop rapide. Puis fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le film a été arrêté en cours de production par les autorités polonaises. Et 8 ans à peu près après la fin de cette production, après qu'un fonctionnaire communiste eut tiré la plug, eh bien, le Festival de Cannes, essentiellement, a trouvé le financement pour compléter l'œuvre maudite de cet auteur incompris qui avait souffert le martyre sous Ponce Pilate, c'est-à-dire plutôt sous les méchants communistes. Et ils ont complété le film avec une narration de M. Zulawski qui explique, ouais, voici, on n'a pas pu tourner telle séquence, mais voici ce qu'on aurait vu. Puis il raconte ça par-dessus des images qu'il a tournées, je sais pas, une ville en Tchécoslovaquie. Mais la version courte, c'est que son film, là, la raison pour laquelle ils ont interrompu le tournage, c'est parce que ça faisait 3 ans qu'ils martyrisaient ces comédiens, puis il y a un documentaire que vous pouvez regarder sur le tournage, là. C'est ça, il traitait les gens de manière absolument ignoble et atroce. Il a dépensé des montagnes colossales d'argent pour produire son film. Et après 2 ans à peu près, son film n'était toujours pas fini, là, 2 ans, enterré dans des mines, c'est ça, à torturer des gens pendant 12 heures par jour, là. Il y a une séquence dans le film où est-ce que c'est ça, il veut montrer qu'un de ses personnages se fait crucifier, évidemment. Alors, il va mettre son acteur sur un pic de 50 pieds dans les airs, il est tout nu, évidemment, et il veut montrer que c'est pas suffisant comme souffrance, alors il faut que son œil soit blessé, et pour que son œil soit blessé de la manière qu'il voulait, il met de la crazy glue, là, carrément de la colle, de la crazy glue pour coller son œil. Ben
Ben écoutez, ça c'est un exemple, mais il est tout le temps en train de faire ça. Puis le film au final dure environ 3 heures, quelque chose comme ça. C'est beaucoup trop long, c'est complaisant, c'est du monde qui crie, tout le monde est en train de crier, on comprend rien. Bon, vous voyez le genre. C'est une épreuve. Mais le côté de narration fonctionne vraiment très très bien, puis ça transforme ce film-là qui aurait été, probablement s'il avait été complété, aurait été sans doute l'exemple canonique du film maudit, mais à juste titre. Là. Ça aurait été Apocalypse Now si Apocalypse Now avait été un échec artistique. C'est très comparable en vérité, Apocalypse Now et ce film-là, mais ça c'est encore pire, puis Apocalypse Now comme film, c'est un chef-d'œuvre. Ça ici, c'est pas un chef-d'œuvre. Mais ce qui rachète le film, puis je finis là-dessus, c'est cette narration en vérité de M. Zulewski, puis ça transforme On a Silver Globe en un métafilm sur On a Silver Globe, sur le processus créatif, etc. Puis ça établit un ton poétique vraiment, vraiment intriguant. Puis à la fin, quand le film se termine, il se termine sur cette narration de M. Zulewski, qui évidemment se considère comme un artiste maudit, incompris et damné. Et ben c'est ça, il a couru après sa propre damnation. Il est responsable des écueils qu'il a frappés, M. Zulewski. Mais néanmoins, ça fonctionne. Cette partie-là avec la narration, là, quand le film se termine, là, quand on a passé à travers cette épreuve, on se dit, ouais, ok, je suis content de l'avoir regardé. Mais une fois c'est suffisant. Puis c'est ça, le film en tant que tel, la partie science-fiction, là, c'est carrément inécoutable. C'est carrément inécoutable. C'est pas vraiment un effort de volonté pour passer au travers. Ceci dit, la recommandation, ben j'ai quand même fait l'effort d'écouter un deuxième film de M. Zulewski, son plus célèbre. C'est la recommandation ici pour ce film-là. C'est Possession de, je pense, 81 avec Ed Jenny puis Sam Neill. Et ça, c'est l'exemple de toutes les erreurs qu'il fait dans Silver Globe. Il le fait, en gros, il les fait dans Possession, mais Possession, ça marche. C'est une sorte d'histoire. Ça commence comme une histoire de couple qui se déchire, évidemment, parce que tout le monde est toujours en train de se crier après et de s'entre-déchirer de la manière la plus intense et grotesque possible dans les films de M. Zulewski, c'est un peu sa manque de commerce. Puis, mais ça prend une direction horreur cosmique plus ou moins inattendue. Ça fait très 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 Lovecraft par moment et c'est vraiment bon, la Possession. Quand la première erreur, je me disais, bon, pourquoi est-ce que je regarde ça, là? C'était pénible, mais c'est un film qui m'est resté, là. Puis à la fin du film, la fin est malade mentale, là, carrément, on pourrait quasiment dire. Donc, ça vaut la Possession, honnêtement, surtout si vous êtes un amateur de films de Lovecraftien, là. Horreur cosmique, etc. Puis vous cherchez un très, très, très bon exemple de film d'horreur cosmique et ou Lovecraftien qui n'est pas basé sur une histoire de Lovecraft. Puis vous n'avez pas peur des sensations fortes. OK, parce que c'est très glauque et intense, là, vraiment glauque et intense, mais c'est excellent. Donc, la recommandation pour On a Silver Globe, le film, la version vraiment bonne de ce film-là, qui est exceptionnellement bonne, c'est vraiment remarquablement bon, Possession, c'est, ben voilà, c'est Possession de 81, je crois. Numéro 9, les autres, je vais aller plus rapidement, parce qu'autrement, on va être encore là la semaine prochaine. Numéro 9, c'est Memoirs of a Survivor. Donc, ici, c'est la liste des 10 pires films que j'ai découverts depuis le début de la chaîne. Puis, dans beaucoup des cas, c'est pas des mauvais films en tant que tels. Même en a Silver Globe, c'est pas exactement mauvais. Puis, Memoirs of a Survivor, c'est pas un navet, c'est pas un nanar, mais c'est un film qui accomplit jamais vraiment ce qu'il cherche à accomplir, ou rarement. C'est ça. Donc, c'est un film post-apocalyptique britannique de début 80, 80-81, quelque chose comme ça. J'ai pas noté le nom du réalisateur, je l'ai oublié, je m'en excuse. C'est son dernier long-métrage qu'il a fait. J'ai regardé une entrevue avec le directeur photo. Il y a eu des problèmes de budget avec le producteur, etc. Puis ce film-là, malheureusement, a essentiellement détruit sa carrière, c'est ce que je crois comprendre. Il avait fait quelques films avant, semi-documentaires qui avaient plutôt eu certainement un succès d'estime. Et celui-ci a brûlé toute l'estime, le capital de sympathie qu'il pouvait avoir dans l'industrie.
Ça raconte l'histoire de l'effondrement de la société, les derniers moments où la société tient encore, puis l'évolution au fil des années c'est ça, de cet effondrement moral et social avec des enfants cannibales dans le métro, puis etc., etc. Puis comme j'ai mentionné, bon, il y a un aspect surréaliste qui est très intéressant. C'est basé sur un roman de Doris Lessing, qui a gagné le prix Nobel de la littérature, on s'en souviendra, qui a écrit beaucoup de romans de science-fiction que je n'ai pas encore lu, mais qui sont très hauts sur ma liste de trucs à lire. Là, ça a l'air vraiment excellent. Et ben, c'est ça. Fait qu'il y a il y a un côté semi-surréaliste parce que notre survivante principale, c'est la survivante du titre, qui est jouée par Julie Christie, qui est toujours excellente, elle découvre une sorte de porte temporelle, puis c'est jamais très bien expliqué si c'est dans sa tête ou si ça se passe pour vrai, puis elle voit une famille victorienne, puis il y a un œuf géant qui apparaît à la fin, puis un paquet d'affaires comme ça. Mais c'est ça, il y a des trucs qui marchent. Mais ça paraît que c'est ça. Ils cherchent à créer un univers dystopique, mais ils parviennent juste à 30%, à 40%. Là. Ça se sent, là, ça transparaît. Mais on est toujours on est plus en train de regarder l'ébauche d'un film qu'un vrai film, et quelque chose comme ça. Ok? Ça fait que c'est pas que c'est pas bon. Quand j'ai fait une vidéo, comme pour tous ces films-là, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, j'ai mentionné les quand même, on va dire, nombreuses qualités du film. Puis je mets toujours l'accent sur le positif, mais il faut quand même dire que c'est ça. Memoirs of a Survivor, c'est un film qui ne marche pas fondamentalement. C'est ça. C'est un film pour lequel le réalisateur n'était pas prêt. Ceci dit, pourquoi c'est bon? Ben, Julie Christie, c'est pas son meilleur rôle, là, mais elle est tout le temps très très bonne. Julie Christie, une des actrices les plus réputées de sa génération, certainement à cette époque-là. On en parle moins aujourd'hui, mais elle est vraiment excellente. Elle joue aussi dans Demon Seed. Je pense que c'est elle qui joue dans Fahrenheit 451, mais elle joue dans vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'excellents films, pas seulement de science-fiction. Et ben, elle est très bonne. Il y a aussi une séquence avec la famille victorienne, là, une histoire assez glauque en vérité, mais une séquence qui fonctionne très très bien. Il y a le truc avec l'œuf à la fin. La séquence marche pas, mais sur papier, quand tu vois les photos, là, la photo de l'œuf géant avec la famille victorienne, c'est très intriguant comme image, là, visuellement. C'est l'image qui m'avait donné le goût d'écouter le film. Donc, il y a beaucoup d'aspects comme ça. Il y a des touches là, de description sur le long terme. Ça, c'est intéressant, encore une fois, comme dans Silver Globe, de cette dégradation sociale. Fait que c'est intéressant, là. C'est ça le truc, là. C'est intéressant. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs bien observés. Il y en a beaucoup, bon. Mais c'est ça, le jello ne pogne pas. L'aspic ne pogne pas. Si vous avez déjà fait un aspic, ben, c'est ça, ici, ça semble pas. Bon. Mais voilà, c'est quand même pas si pire, là. C'est juste, ça marche pas vraiment, mais c'est pas si pire. Bon. Puis la recommandation, ici, j'ai mis High Rise. En fait, je pense que c'est Ben Wheatley qui a fait ça, le film relativement récent. Puis honnêtement, High Rise, de beaucoup de points de vue, c'est aussi un film qui marche pas tant que ça, mais ça marche mieux ici. Puis j'ai mentionné celui-là parce que, bon, je pense qu'il y a un problème dans High Rise, en vérité, là, qui est, c'est l'histoire de ce gratte-ciel géant. C'est basé sur un roman de J.G. Ballard. Et le grand maître de la dystopie de science-fiction expérimentale des années 60-70. Bon, puis sa spécialité, c'est un peu ça, l'effondrement social. Et ça raconte l'histoire d'un gratte-ciel ou un gratte-ciel futuriste, utopique, mais ça se passe dans les années 70, donc c'est rétro-futuriste, utopique, et c'est supposé être l'endroit idéal, puis c'est juste des riches qui vivent là-dedans, mais ça va dégénérer, puis ça finit encore une fois en cannibalisme. Il n'y a rien qui se passe pas là-dedans, là. C'est vraiment l'effondrement moral et social. Mais ceci dit, ça fonctionne beaucoup mieux. Puis je pense qu'ultimement, c'est un échec artistique. Mais là, ici, on voit non seulement qu'est-ce qu'il a voulu faire, mais ça paraît qu'est-ce que M. Wheatley a voulu faire. Puis il y a certains de ces films, ce réalisateur-là, que j'aime beaucoup, là, en particulier, je pense que c'est Free Fire, l'histoire de fusillade, là, bref, peu importe. Donc ça vaut la peine de le voir, puis il y a le gars qui joue Lucky, là, Hiddleston, je pense qu'il s'appelle, il est vraiment très 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 bon là-dedans. Donc c'est un bon parallèle avec Memoirs of a Survivor, parce que c'est une de ces histoires
de ses spécialités britanniques, en vérité, de ses dystopies sur l'effondrement de la société. Et High Rise, c'est une version pas parfaite, là, mais une version mieux réussie de ce thème-là. Puis un film que pas tant de monde que ça a vu, ça l'a pas pogné, là, c'est un peu un flop, hélas. Donc ça vaut la peine de le réécouter. C'est la recommandation pour Memoirs of a Survivor. Numéro 8, c'est Traumstadt, la cité des rêves des années, encore une fois, 70. Ici aussi, j'ai pas noté l'année exacte ni le nom du réalisateur. C'est aussi une pseudo-dystopie allemande, ici plutôt que britannique. Donc, encore une fois, sur une société, semble-t-il, idéale, une ville idéale. C'est un thème qui revient quand même assez souvent dans la science-fiction, dans les films de science-fiction aussi, en particulier, c'est intéressant. Et donc, comme dans beaucoup de ces histoires de cité idéale, bien évidemment, c'est pas idéal du tout. Ça prend pas très 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 longtemps avant que tout ne s'effondre. C'est le cas ici. Ce qui est intéressant, comme je mentionnais, c'est que c'est un film allemand, ouest-allemand évidemment, des années 70, parce que les communistes, ils faisaient pas dans la dystopie. C'était bien bien rare. Certainement aller jusqu'aux années 80, mais c'est un sujet pour un autre jour. Pourquoi c'est sur la liste, celui-là? Ben, il y a beaucoup d'affaires qui marchent au début, puis l'idée est vraiment cool. Mais c'est très complaisant. C'est ça le problème. C'est que au début, bon, ok, c'est intéressant, c'est cool, le mystère embarque, etc. Il y a des belles images tout le long. Mais essentiellement, c'est une sorte de société où, une sorte d'abbaye de Thélème, là, fait ce que veut, sera la seule loi. J'oublie la citation exacte, là, mais l'idée, c'est que c'est une sorte de commune anarchiste où tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut et uniquement, c'est tout ce qu'il veut puis personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et c'est la vision folle c'est ça, d'un visionnaire anarcho-capitaliste peut-être. Voilà. Mais bon, ça dégénère en complaisance de la part du réalisateur. Puis il y a une scène où est-ce que le couple, qui sont nos personnages principaux essentiellement, qui arrivent dans cette ville des rêves, eh bien, ils vont voir un spectacle de théâtre où on les invite à participer par ailleurs. Puis évidemment, bon, c'est du théâtre anarchiste là, dans le sens commun, là, dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas rien, c'est juste du chaos total, l'anarchie dans ce sens-là. Là. Ça dure quelque chose comme 20 minutes ou un truc comme ça. Ça fait que c'est 20 minutes de monde qui se crie après en courant tout nu. Bon, écoutez, là, c'est ça. Je veux dire, c'est... Ouais, ok, puis ils chantent, puis ils font du bruit, puis ils parlent tout le monde en même temps, puis ça dure vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis c'est un peu le genre du film. C'est comme un gros buffet de chaos. C'est rien que ça que c'est, ultimement, à part un peu au début, puis un peu à la fin, puis quelques touches quand même visuelles au milieu. Il y a des éléments intéressants tout le long, mais c'est un film qui nous cogne sur la tête avec le... Regardez à quel point on fait des orgies, puis à quel point c'est le chaos. Ben ouais, ok, j'avais compris après 15 minutes, là, c'est ça l'idée. Fait que c'est un film qui est fastidieux, mais pourquoi c'est bon? Ben je l'ai un peu mentionné aussi, à cause des nombreuses touches visuelles super intéressantes. Là, il y a tout un sous-thème qui marche vraiment très très bien, là, où est-ce que on se demande tout le long qu'est-ce qui arrive aux gens qui tombent malades, parce que tout le monde est supposé être heureux, tout le monde est plus ou moins légalement obligé d'être heureux, c'est comme sous-entendu. C'est pas une loi à cause de la nature de la ville, mais voyez, il y a du sous-texte, là. Puis si vous avez connu, si vous avez été dans un groupe d'anarchistes autogérés ou ce genre de truc-là, ça se voit des fois, ce genre de truc-là. Où est-ce qu'il n'y a pas d'obligation, mais il y en a. T'sais. Tout le monde est égal, oui, mais. Il n'y a pas de boss, sauf moi. Ce genre de truc-là. Puis, il y a une histoire sur, OK, tout le monde se... Tu sais, nos héros, quand ils arrivent en ville, ils se font dire ne tombez pas malade, arrangez-vous pour pas tomber malade. Puis, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Puis, éventuellement, on voit qu'est-ce qui se produit. Puis ça, c'est bon. Là. Ça, c'est vraiment excellent. Là. C'est vraiment, vraiment très, très bon, ce bout-là. Autant au niveau visuel qu'au niveau thématique. Puis, émotivement aussi, ça fonctionne. Là. Ça, c'est bon. OK, dans ce film-là. Puis, il y a d'autres touches visuelles, d'autres idées. On finit par voir un peu qu'est-ce qui se passe avec le fondateur de la ville. Parce qu'il y a un côté kafkaesque où notre personnage est allé à l'école avec le fondateur de la ville. C'est pour ça qu'il a été invité à venir rester là. Et il cherche à le rencontrer tout le long du film. Et comme dans les romans de Kafka, souvent dans l'histoire de Kafka, il n'y parvient jamais, ou en tout cas ses tentatives
sont avortés, plus ou moins. Ça marche jamais, mais à la fin, on finit par voir le chef de la ville. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Ça, j'ai aimé ça aussi. C'est bien observé, là. C'est vraiment très, très cool. Sur tu sais, le culte du héros, puis le mythe du fondateur, puis toutes ces choses-là. Fait qu'il y a des qualités dans le film. Il y en a, je viens de les dire, là. Puis le truc avec les gens qui tombent malades, ça, c'est vraiment très, très, très bon. Mais c'est trop complaisant, c'est trop long. Fait que voilà, c'est un peu pénible. Des belles images, intéressant, mais ça marche pas dans l'ensemble. Par contre, un film qui marche très très bien, la recommandation, c'est La maladie de Hambourg, dit Hamburg Krankheit. J'avais fait une version courte là, de ce film-là. Je l'avais vu quand j'étais petit et j'avais détesté ça. J'avais trouvé ça aussi trop long, trop complaisant. Mais en le réécoutant adulte, là, c'est vraiment excellent. Maladie de Hambourg. C'est un autre film allemand pseudo, pas exactement dystopique, mais un peu dans ce genre de ton-là. Puis avec ce genre de sensibilité de théâtre alternatif, on voit, dans les deux cas, ça semble avoir été des films qui ont été créés par des gens qui faisaient partie de la scène, d'une sorte de scène théâtrale alternative qu'on peut très bien imaginer dans les années 60-70. Là, ça a ce genre de saveur-là. Je crois c'est Arabelle, je pense, qui joue là-dedans, ou Roland Topor, ou les deux. Je me rappelle pas. Je pense que Roland Topor a un caméo, puis Arabelle a un des rôles principaux. Donc, deux figures là, du théâtre. C'est pas tout à fait surréaliste, là, mais dans la grande famille du surréalisme, si on veut, là, des grands noms du théâtre et du cinéma expérimental, extrême surréaliste des années 60-70. Donc, puis il y a ce ton-là. C'est très intéressant de le réécouter, Hamburger Krankheit, à cause de la COVID, là, parce que c'est une histoire d'épidémie, puis de potentiellement de psychose collective et tout ce genre de questions-là. Fait que c'est une vraie maladie, mais la réaction des autorités, puis des gens, fait beaucoup penser à beaucoup de points de vue au genre de questions puis de comportements qui ont pu être observés pendant la fameuse pandémie. Puis en plus, il y a la musique de Jean-Michel Jarre là-dedans. Là, je pense que c'est Oxygène. Là. Ça, c'est les thèmes les plus connus en vérité. On les entend dans ce film-là. Ça fait que c'est vraiment, vraiment excellent. Quand j'avais 10 ans, ça avait joué à la télé. J'avais pas aimé ça du tout. Mais quand je l'ai réécouté pour la chaîne, La maladie de Hambourg, ça, j'ai adoré ça. Ça fait que ça serait plutôt qu'écouter Traumstadt, quoique ça vaut la peine si vous trouvez une copie, là, pour la curiosité, il y a des bons bouts. Mais celui qu'il faut vraiment regarder entre les deux, la recommandation, c'est La maladie de Hambourg, dit Hamburger Krankheit. Numéro 7, je crois, en tout cas le suivant sur la liste, c'est Forbidden World, encore une fois des années 80. C'est un pseudo-alien à la saveur Roger Corman. Pourquoi c'est sur la liste? Parce que c'est une accumulation et une surenchère de fautes de goût grotesque, d'effets spéciaux boboches, le monstre est, comme on dit plutôt, zouf. Il y a des scènes complètement débiles. En vérité, c'est pratiquement que des scènes complètement débiles. Par exemple, à un moment donné... oui, avant de dire la scène débile, là, tout le film est infusé d'un érotisme d'enfant, un érotisme d'adolescent, de garçon adolescent de 12 à 14 ans. Alors, si vous avez été un garçon de 12 à 14 ans, vous saurez que votre libido, à ce moment-là, elle est bien réveillée, là, mais vos concepts de ce qui est de la sexualité sont assez ce que vous voyez dans ce film-là. OK, vraiment, vraiment déconnecté de la réalité, grotesque et débile. Notre héros est une sorte de James Bond galactique. Toutes les filles se jettent tout nues, carrément, là, enlèvent leur linge et se jettent sur lui à cause de la puissance de son magnétisme animal, présumément. Ce genre de truc-là. Il couche avec toutes les filles de la station. Bon, il n'y en a rien que deux, vous me direz, mais quand même, pour un adolescent de 12-14 ans... c'est Noël, quoi. Et c'est ça, mais bon, comme je disais, c'est plutôt une copie de Alien. Et il y a une séquence, par exemple, où est-ce que deux de nos filles, là, deux des maîtresses de notre James Bond galactique, décident qu'elles vont contacter télépathiquement le Alien, le monstre, par l'ordinateur, parce que, évidemment, l'ordinateur est capable de traduire
télépathiquement les pensées du monstre, parce que, évidemment, et ils vont interagir avec le monstre, et donc la fille qui est jouée par l'actrice qui jouait Janine dans Spinal Tap, la blonde du chanteuse, puis elle joue aussi dans V, là, elle fait une des extraterrestres méchantes, et c'est ça, notre Janine, elle demande au monstre, est-ce que tu es intelligent? Puis là, il répond, oui, je suis très intelligent. C'est ça, est-ce que tu comprends qu'est-ce que je dis? Oui, qu'est-ce que je comprends? Est-ce que tu veux vivre en paix avec nous? Puis il répond, non, je veux vous manger. C'est c'est ce genre de film-là. C'est carrément ça, l'échange. Là. Okay. Puis le monstre, en effet, mange les deux filles. La séquence de la fin est particulièrement grotesque. Là. Puis c'est ça. C'est un film qui choisit d'aller dans le stupide et le grotesque. C'est le genre de film où est-ce que tous les personnages font des choix que personne ferait dans la vraie vie uniquement pour se mettre dans le trouble dans un film d'horreur. Donc, c'est ça, je vais rentrer dans la cage du monstre juste pour voir pourquoi il y a autant de cadavres à moitié mangés dans la cage. C'est ce genre de film-là. Pourquoi c'est bon? Ça commence par une séquence à la Star Wars, essentiellement une séquence de combat spatial. Puis ça, c'est plutôt cool, honnêtement. Puis, tout est cheap dans le film, bon marché, là. Le gore, puis les effets spéciaux, puis les décors, mais il y a quand même une saveur là, visuelle de science-fiction des années 70, 80 plutôt, surtout au niveau des décors, que moi j'ai bien aimé, honnêtement. Donc cette saveur science-fiction, copie d'Alien des années 80, et c'est ça le côté grotesque que j'ai mentionné. Ça fait très trauma, en vérité, là, comme Terreur Fermeur, là. Le genre de gore de Terreur Fermeur, où est-ce que c'est une caricature de gore, en fait, là. Puis c'est ça, la surenchère d'effets exagérément horribles et grotesques, un peu à la Xtro aussi, dont je parle pas évidemment sur la liste parce que j'ai plutôt aimé ça, mais j'aurais pu parce que c'est aussi pas un très bon film, là, Xtro, c'est un peu des deux, là, un peu comme The Black Hole, dont j'avais aussi parlé sur la chaîne, c'est un film qui est à moitié bon, puis à moitié pas bon, mais Xtro, lui, remplit son pari, tient son pari, le bon l'emporte, puis entre autres, dans Xtro, ce qui fait que ça l'emporte, c'est que cette accumulation d'attaques grotesques puis de scènes grotesques finit par provoquer une sorte d'effet artistico-onirique là, qui font que ça fonctionne. Okay? Ici, ça marche pas. Mais ça marche pas au niveau artistique, mais ça marche. Il y a quand même un côté où est-ce qu'on s'en souvient, on va dire ça comme ça. C'est mémorable. Puis ça fait donc du film un exemple de ces genres de films extrêmes des années 80, à l'époque où les copies de Alien cherchaient un peu c'était quoi la formule. Là. Fait que c'est intéressant, c'est une curiosité qui marche. Il y a plusieurs détails psychotroniques, là, si on veut, qui sont amusants. Puis il y a la fille de Spinal Tap. Puis il y a le combat du début avec les combats à la Star Wars. Ça marche plutôt bien. Fait que c'est sympathique. Mais la recommandation, celui qui marche beaucoup mieux, c'est Galaxy of Terror. Donc c'est deux films qui sont sortis à peu près en même temps. Je crois que dans les deux cas, c'est des productions Roger Corman, où Roger Corman est associé, en tout cas de près ou de loin, à la production. Et celui-ci, j'en ai pas parlé sur la chaîne, je devrais en parler à un moment donné parce que j'ai été agréablement surpris par le film. C'est un peu le même genre, ça a été vendu comme une copie de Alien, mais c'est plutôt une copie un mélange de Flatliners, puis Solaris, puis Event Horizon. C'est un film où est-ce qu'il y a des projections de la psyché, de l'inconscient, des personnages qui vont avoir un effet horrifique sur nos explorateurs du cosmos. Et j'ai pas fait la vidéo parce que j'avais pris des notes. Il faut que je le réécoute attentivement parce qu'il y a quand même pas mal d'affaires qui se passent. Il y a un côté jungien qui est intéressant. Il y a aussi plein d'acteurs légendaires pour l'amateur de science-fiction. Il y a Sid Haig qui joue dans Devil's Rejects. Il y a un rôle mineur mais important là-dedans. C'est un des membres de l'équipage. Il y a Robert Englund, là, Freddy Krueger, etc. Ça fait que la distribution est super cool. Le visuel est vraiment excellent. C'est un des films sur lequel James Cameron de Aliens, là, le James Cameron Titanic Avatar,
Il a commencé en faisant des maquettes, puis il était vraiment exceptionnellement bon pour les maquettes, là. Donc, il a travaillé sur ce film-là, puis ça fait très Alien, très Terminator, là, justement, au niveau visuel, là, les scènes d'apocalypse dans Terminator, post-apocalyptique. Visuellement, c'est ça qu'on a dans Galaxy of Terror. Visuellement, c'était vraiment extrêmement efficace. Puis le film, dans l'ensemble, fonctionne. Fait entre les deux pseudo-copies d'Alien à la sauce Roger Corman des années 80, Forbidden World, c'est une curiosité un peu boboche, mais Galaxy of Terror, celui-là, il est très très bon. C'est la recommandation. Prochain sur la liste, je vais aller plus rapidement pour les suivants. Kishma, c'est une sorte de version yougoslave, hyper nihiliste de la peste de Camus. Il y a une vague, de l'année 70, donc il y a une sorte de vague intrigue au début d'une épidémie potentielle qui provoque une puanteur pestilentielle dans la ville où ça se passe, et ça c'est le premier 20 minutes, mais l'intrigue arrête après 20 minutes. Et pourquoi c'est sur la liste? Ben parce que, ouais, le début est pas pire, là, si on veut, mais après le premier 20 minutes, le film dure 1h30, mais c'est 1h10 de gens déprimés qui se suicident. En gros, il y a des scènes de baise hyper là, glauques et malsaines et pas le fun. C'est rien que de ça. C'est du monde déprimé. T'sais, si vous imaginez quelqu'un, mettons, un alcoolique ou quelqu'un vraiment, vraiment dans les pires affres de la dépression, qui reste dans une chambre pendant 3 mois, les rideaux fermés, là, dans le noir, puis qui sort pas, puis qui se lève pas, là, vous voyez le genre, c'est ça ce film-là. C'est ça l'atmosphère du film, puis ultimement, c'est ça que ça raconte. Puis ce qui se passe vraiment, on le sait jamais, c'est juste ça. Il y a la puanteur, puis tout le monde se suicide, puis c'est long, puis c'est gore, puis c'est déplaisant, puis c'est rien que ça que c'est. Ça fait que, bon, encore une fois, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui considèrent, j'ai vu des commentaires là, en ligne, que c'est de l'horreur nihiliste, puis si c'est ça que vous cherchez, vous l'avez là-dedans, puis je dis ça sans ironie, là. Bon, moi, j'ai pas vu Serbian Movie, là. J'ai pas l'intention de le regarder non plus. Puis ça, c'est un autre film qui va plutôt dans l'extrême, encore une fois, là, violence sexuelle, etc. Mais l'intérêt de regarder Serbian Movie, ben, entre autres, c'est que je vous recommande pas. Là, c'est un film qui essaie délibérément d'être le plus toxique de l'histoire de l'humanité. Là, ben, mais ce climat-là, donc, de désespoir militant, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à vous convaincre à quel point la vie n'a aucun sens, là, puis le sens de leur vie, c'est vraiment de vous faire ressentir à quel point c'est l'abjection existentielle et la nature profonde de l'être humain. C'est ce genre d'affaire-là. Je veux dire, c'est ça. C'est un film qui cherche à vous convertir au désespoir existentiel le plus radical. Un peu comme Cannibal Holocaust aussi, jusqu'à un certain point. Mais Cannibal Holocaust, ça, c'est très, très bon. Ça, c'est un vraiment bon film, là. Mais c'est le même genre de truc, c'est ça. Sauf que Kishima a pas les qualités de ces autres films-là. C'est juste la sensation hyper lourde. J'ai pas aimé ça. On peut le voir. Encore une fois, si c'est ça qu'on cherche, on l'a là-dedans. Si on veut le concentré ultime du nihilisme cinématographique, on l'a là-dedans. C'est plutôt bien tourné, correct, là. Mais c'est pas pour moi. Pour moi, ça, c'est pas ça. C'est pas ça l'idée du tout, là. Je pense, pour moi, c'est pas un bon film. Pour les raisons que je mentionnais. Puis surtout le fait que, encore une fois, c'est complaisant. T'as ta prémisse, mais après ça, c'est juste du monde glauque qui font des affaires glauques, puis ils sont déprimés, puis ils parlent pas fort, puis ils se suicident. Là. Je veux dire, bon, ça revenez-en. Mais bon, la recommandation, ben, j'ai mis Aniara de 2018. C'est un film dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne parce que je viens de l'écouter en fait. La version courte là-dessus, c'est que c'est un film suédois, je pense, ou danois, scandinave en gros. Et c'est basé sur un poème de science-fiction, un poème épique des années 60, après 50-60, très 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 connu dans les pays scandinaves. Je crois que l'auteur a gagné un prix Nobel, peut-être pas pour cette œuvre-là, mais dans sa vie, là, c'est un auteur très 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 réputé. Et le Aniara, c'est l'histoire d'un vaisseau spatial
qui est après une apocalypse sur Terre, essentiellement, se dirige vers Mars pour fonder une colonie à la Elon Musk, n'est-ce pas? Mais en cours de route, il y a un accident et le vaisseau, le Aniara, le vaisseau, est projeté dans l'espace et dévié de sa destination et plonge vers le cosmos. C'est ça, il plonge vers le noir, infini, et c'est ça que ça raconte. C'est ça que ça raconte. Puis ça se déroule sur plusieurs années. Fait qu'au début, les gens tiennent le moral, ça va relativement bien, mais plus que ça avance, pire que c'est. J'étais très curieux de le voir, parce que j'avais entendu des commentaires de gens sur Reddit, en vérité. J'avais lu des gens dire qu'ils avaient trouvé ça vraiment troublant. Puis j'avais écouté 2 minutes, puis j'avais arrêté parce que moi, la caméra qui tremble, je suis juste pas capable. La caméra qui shake tout le temps, comme on dit, là, je réprouve cette esthétique, que je vais vous le dire honnêtement. Puis le premier 2 minutes, la caméra tremblait tout le temps. J'ai dit, bon, ce film-là n'est pas pour moi. Mais j'étais vraiment curieux de le voir. Ça fait que j'ai redonné une autre chance. Puis finalement, la caméra qui tremble, c'est pas tout le long, c'est juste quelques bouts. Je m'en passerai, je pense que ça nuit au film. Mais c'est le seul défaut du film, en vérité. Puis c'est vite passé en quelque part. Puis c'est vraiment très fort. Très fort. Mais je vous préviens évidemment que ici c'est la recommandation pour films les plus nihilistes de l'histoire. Ben c'est ça. C'est un film hyper nihiliste. J'ai vu le film décrit comme étant de l'horreur cosmique à la Lovecraft, mais sans les monstres. Puis j'y croyais pas au début, là. Mais non, c'est approprié. C'est ça, c'est le sentiment d'horreur cosmique, d'absurdité, de la place de l'être humain dans l'univers, selon cette philosophie-là, évidemment, cette manière de voir le monde, mais en version uniquement sociale, technologique. Il y a un côté Ballard, encore une fois aussi, il y a un genre de côté high-rise là-dedans. C'est vraiment intéressant. Il y a aussi une version, il y a un opéra qui a été fait de ça dans les années 60, puis l'opéra a été filmé 2 fois, une fois dans les années 60, une fois dans les années 80. Ça se trouve, genre sur YouTube, c'est intéressant à regarder, on va dire ça comme ça. Mais la version la plus facile, si on veut absorber, si vous n'êtes pas un amateur d'opéra, de décaphonique, à Albenberg, ben, la meilleure version, la plus science-fiction, si on veut, c'est Aniara de 2018. Puis c'est vraiment très fort, vraiment excellent sur ce genre de thème-là. Mais je vous préviens encore une fois que c'est pas un moment très jojo à passer, là. Ne regardez pas ça avec votre copine le premier soir que vous l'invitez à regarder un film chez vous. Prochain dans ma liste des pires films que j'ai vus depuis le début de la chaîne, on est rendu, je pense, au 5e ou au 4e, c'est Night of the Lepus, de début des années 70. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'histoire de lapins géants qui terrorisent l'Amérique. Et pourquoi c'est sur la liste? Ben, parce que c'est l'histoire de lapins géants qui terrorise l'Amérique. C'est exactement ça que c'est. Il y a une mutation, quelque chose, il y a une raison scientifique, évidemment, qui fait que nos géants, nos lapins deviennent gigantesques, gros comme des maisons essentiellement, et ils terrorisent les États-Unis en courant au ralenti avec une trame sonore de film d'horreur, puis ben, c'est ça, c'est bien tourné, honnêtement, mais bon, dans la campagne de promotion qu'ils ont fait dans les années 70 pour ce film-là, ils disaient pas que c'était des lapins géants, ils ont dit judicieusement caché au public, dont ils cherchaient à tirer leur argent durement gagné, n'est-ce pas? Que ce public s'apprêtait à voir l'histoire de lapins géants qui mangent les gens. Mais c'est pourquoi c'est bon. Ben, parce qu'il y a le docteur McCoy là-dedans. Il y a DeForest Kelley, là, puis lui, il est excellent. Il est vraiment excellent. C'est un acteur qui avait énormément joué à la télé dans les années 50, avant Star Trek, il avait fait beaucoup de westerns, bon. Puis, si ça se trouve, des films aussi, là. Mais le truc, c'est qu'il avait beaucoup joué, c'est un acteur professionnel, puis c'est là que tu vois à quel point le Dr. McCoy était un bon comédien, puis à quel point, en bonne partie, Star Trek fonctionne, parce que les 3 acteurs principaux, tous les acteurs, là, mais certainement les 3 acteurs principaux, même Shatner, on rit de lui, c'est beaucoup à notre époque, mais
C'est un bon comédien, Shatner. Certainement, dans le temps, il est très, très bon dans le rôle du Capitaine Kirk. Évidemment, Leonard Nimoy, lui, est vraiment magistral. C'est lui qui a fait la série d'une certaine manière. Mais ça marchait parce qu'il y avait aussi le Dr. McCoy avec qui il formait un trio. Puis l'énergie des trois comédiens vraiment a donné cette magie de Star Trek. Puis on voit ici la contribution particulière, essentiellement, de Forest Kelly. Puis, encore une fois, si vous voulez voir à quel point il était bon comédien, vous le voyez là-dedans, parce qu'il est excellent dans un film de lapin géant. Puis si tu es capable d'être excellent dans un film de lapin géant, c'est parce que tu es capable d'être excellent dans n'importe quoi. Et on le voit aussi parce qu'il y a Janet Leigh, la fille de Psychose, là. Puis elle a accepté de jouer là-dedans, je pense, parce qu'elle restait pas loin du lieu de tournage, ça lui faisait un chèque, bon, puis je la comprends, c'est très correct, là, mais elle, ça paraît qu'elle veut pas être dans le film. Ça se lit dans son visage qu'elle a honte d'être dans le film. C'est de valeur parce que si ça avait été n'importe quelle autre créature que des lapins géants, le film aurait été plutôt bon, en fait. Il ne suffisait que de cette correction, somme toute mineure, pour corriger le film, là, pour arranger le film. N'importe quoi, sauf un lapin géant, ça aurait marché. Là. Une roche, ça aurait marché. Monolith Monsters des années 50, c'est super bon. OK, puis c'est une grosse roche qui match. OK. Mais ici, ils ont choisi pour le lapin. Ça marche pas. C'est pour ça que c'est sur la liste. Mais celui que j'ai mis comme recommandation, c'est Frogs. Ça aussi, évidemment, j'en ai parlé sur la chaîne. Pourquoi je l'ai mis? Parce que, bon, Night of the Lepus est un croisement entre les films de bébites géantes ou de gigantisme. Il y en a beaucoup dans les années 60-70, 50 aussi. Entre ça et le film de vengeance de la nature. Et ça, il y en a eu des tonnes. Et Frogs est possiblement le meilleur film de vengeance de la nature, avec un autre titre que je vais mentionner en recommandation un peu plus loin. Mais c'est ça, avec Rémi Land, c'est l'histoire des grenouilles qui se mettent à envahir une célébration familiale d'une riche famille sur une île avec le petit village à côté. Puis c'est ça, c'est comme The Birds, hein, c'est le même modèle, c'est toujours ça. Au début, tout a l'air bien, mais les gens se font attaquer par la nature ici. Puis tous ces films-là, en vérité, sont exactement ont la même formule en général que Night of the Living Dead, qui a la même formule que The Birds. Là, c'est pratiquement un remake. Puis c'est ce qu'on a là-dedans, mais ça fonctionne très, 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 très bien. L'atmosphère est très, très forte, la musique est excellente, les comédiens sont bons. Il y a l'acteur principal, il n'y a pas sa moustache là-dedans, mais c'est le gars qui fait le vieux monsieur dans... j'oublie son nom, mais dans Big Lebowski, là, qui est le gars qui fait la narration, là, de Dude, le cowboy avec sa moustache, c'est lui qui fait le héros là-dedans, il est très, très, très charismatique, il est très, très bon. Tout le monde est bon essentiellement, puis l'atmosphère marche hyper, hyper fort. Fait que Frog, c'est un film qui aurait pu être ridicule et qui est excellent. Donc voilà, c'est la recommandation pour celui-ci. Prochain, on arrive proche de la fin. Je pense qu'il en reste 4. Donc, le prochain sur la liste, c'est Astro Zombie de 68 de Ted V. Mikkelsen. Ça raconte l'histoire d'un savant fou et de son acolyte, une sorte de Igor bossu et défiguré, qui font des expériences dans leur sous-sol, quelque part à Los Angeles, tourné dans la maison de Peter Falk, alias Monsieur Colombo, là, pour l'anecdote, qui avait proposé de jouer dans le film, Peter Falk. Puis Ted V. Mikkelsen a dit non parce que tu ferais de mon œuvre une comédie. C'est la raison pour laquelle Colombo ne joue pas dans Astro Zombie. Mais c'est une comédie pareille, une comédie non intentionnelle. Et c'est ça, donc notre Igor et notre savant qui est joué par John Carradine. Et ils veulent créer des zombies avec des astronautes, d'où le nom judicieux que leur agence de marketing a trouvé, à savoir Astro Zombie. C'est bien pensé. Et pourquoi c'est sur la liste? Ben parce que le film présente un niveau d'incompétence à peu près inconcevable, à moins de le regarder. C'est un autre exemple où est-ce que les décisions artistiques n'ont aucun sens. Il y a des expériences, les genres d'expériences scientifiques implique, par exemple, d'assembler un modèle réduit de corps humain. Celui que j'avais quand j'étais petit, là, The Visible Man, là, je l'ai reçu à un moment donné pour Noël, et je l'avais assemblé d'ailleurs. Ben, c'est ça, la maquette de gars anatomique, là, avec les organes, là, avec la peau transparente, modèle réduit.
Ben, c'est ça, c'est intéressant, là, peinturer les organes, là, puis mettre la colle sur les organes, là, mais c'est pas... Vous conviendrez avec moi que c'est pas une expérience scientifique, OK, à laquelle vous employez votre laboratoire, tu sais, grassement payé pendant des mois et des mois. Mais c'est ce qui se passe dans le film, puis c'est un peu tout le temps comme ça. C'est une sorte d'histoire à la James Bond en même temps, c'est les années James Bond. Ça fait qu'on a deux pseudo-James Bond qui cherchent notre savant fou, qui veut créer ses astro-zombies, mais en vérité, il veut créer une armée, mais il n'y en a rien qu'un, puis on le voit pas tant que ça, puis le maquillage et le masque du zombie marche pas, puis etc., etc., etc. Ça fait que c'est vraiment pas bon, ça a la réputation d'être plutôt ennuyeux, hélas, non sans raison, il faut le dire, mais... Pourquoi c'est bon malgré ça? C'est parce que c'est quand même hyper psychotronique. Puis, il y a un côté kitsch là, qui transparaît dans tout le film, qui est hyper, hyper intense. Puis, pendant que vous le regardez, vous risquez de trouver ça pénible. C'est ça le truc. Mais quand on repense au film, on se souvient des couleurs très technicolores en 16 mm, mais quand même, on se souvient de John Carradine avec son Lobo, là, qui font des... C'est ça, dans leur sous-sol, avec leur transfusion sanguine grotesque, puis leur machine à la Rocky Horror Picture Show, puis la fille, il y a une fille, genre de danseuse à gogo, qui fait la méchante, elle est jouée par, comment s'appelle-t-elle, Tara Tura Satana. Hein? Donc, si votre méchante de votre film, parce qu'il y a une méchante en plus, une genre de méchante à la James Bond, je pense qu'il y a des espions chinois, il y a des communistes là, qui sont impliqués là-dedans à cause, évidemment, de potentiel. Le potentiel technologico-militaire pendant la guerre froide, donc, de cette technologie des astro-zombies. Eh bien, il y a des espions communistes et Tara Satana, notre danseuse à gogo, notre plantureuse, il faut bien le dire, danseuse à gogo, ben, elle travaille pour les Chinois, évidemment. Puis nos James Bond vont découvrir le poteau rose en allant dans le laboratoire avec un modèle réduit, etc., etc. Puis c'est rien que des affaires comme ça, là. C'est 1 heure et demie de ça. Et donc, ben ouais, c'est cool, honnêtement, quand on y repense. Là. Écoutez, comme j'ai dit, écoutez le film, c'est pénible. Mais c'est rigolo en même temps, c'est rigolo pour vrai. Puis quand c'est fini, bon, on est content de l'avoir vu. En plus, c'est possiblement, c'est certainement une des meilleures affiches du cinéma de science-fiction dans le BIS, incontestablement, là, série B, etc. Là, l'affiche est saisissante d'Astro Zombie. Visuellement, ça marche super bien. Le titre est cool. C'est ça. Puis la fille s'appelle Satana. Okay. Si tu as une danseuse à gogo, okay, qui est ta méchante, okay, qui travaille pour les Chinois communistes, okay, puis qu'elle s'appelle Satana. Okay. Dans ton film, si t'as tout ça, t'as réussi quelque chose. T'as fondamentalement, au niveau existentiel, accompli quelque chose. T'as contribué au patrimoine culturel de la race humaine, qui t'a assuré ta place dans la postérité artistique et science-fictionnesque, peu importe. Fait quoi? Il y a Satana, il y a John Carradine, il y a Igor, il y a le zombie, il y a une machette, c'est assez gore aussi, certainement pour les années 60. Fait que toutes ces raisons-là, c'est vraiment un monument du psychotronique. Fait que c'est quand même pour ça que c'est bon. C'est mauvais. Un exemple d'un film qui est mauvais, qui est bon à cause de ses défauts. Et la recommandation pour celui-ci, c'est Bride of the Monster de Ed Wood. Et j'ai mis celui-là parce que c'est un autre nanar, mais qui finalement est plutôt bon. Là. Ed Wood est réputé comme étant le pire film de l'histoire du cinéma. Mais on a exagéré cette réputation-là. Il est incompétent et c'est rempli de trucs qui n'ont pas d'allure tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là. C'est justifié d'une certaine manière. Là. Ces films, d'une certaine manière, oui, sont aussi mauvais que ce qu'on dit, mais on a quand même beaucoup cassé de sucre sur son dos parce que c'était facile. C'est un gars qui travaillait... C'est un cinéaste indépendant qui travaillait dans son coin. C'était un fan qui faisait des films, essentiellement, puis qui a quand même réussi à se bâtir une sorte de carrière. Donc c'est ça. Puis Bride of the Monster, moi je l'aime ce film-là, je l'ai vu des tonnes de fois, je l'écoute encore assez régulièrement. C'est Bela Lugosi qui fait son discours là, sur I Have No Home. Là. C'est très très bon en vérité. Moi c'est très très bon pour un film de Ed Wood, là, mais puis on a encore un Lobo qui est joué par Thor Johnson, un Igor grotesque, puis c'est ça, des expériences boboches, puis un laboratoire boboche, puis tout ça. Mais fait que c'est très très proche en vérité. C'est une version en noir et blanc d'Astro Zombie, mais qui marche mieux.
Puis qu'il y a aussi évidemment ce charme psychotronique. Ça fait que là, c'est un programme double parfait. Là. Brother the Monster puis Astro Zombie. Là. C'est deux frères siamois séparés dans le temps et l'espace. Là. Donc, pas siamois, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est tout scientifique. Là. Ça marche au niveau scientifique. Prochain sur la liste, encore une fois, je vais plus vite pour les suivants. Hangar 18 du début des années 80. Encore une fois, je n'ai pas noté le nom du réalisateur. C'est un film de complot approuvé par la NASA. On a des astronautes de la NASA, évidemment, donc sont beaux, courageux, compétents, etc. Et ils rencontrent un ovni. Et ça va virer essentiellement comme Independence Day, dans la mesure où il y a un complot, mais le président américain, qui est la meilleure personne sur Terre, évidemment, n'est pas au courant. Et c'est les méchants conseillers qui ont parti une conspiration pour cacher la vérité à la population, mais c'est une conspiration qui est basée sur protéger les intérêts de la population, parce qu'évidemment, quand le gouvernement nous ment, c'est toujours parce qu'il nous aime, hein? C'est toujours pour des raisons honorables, et ici, c'est parce que les extraterrestres vont nous envahir, et donc il est très, très, très important d'investir massivement dans l'industrie militaire pour empêcher le triste sort de se faire envahir par les extraterrestres. Et heureusement, encore une fois, qu'on a l'armée américaine pour nous protéger. Et si on accepte la protection américaine et qu'on leur donne tout l'argent sur Terre, tout va bien se passer. Et c'est la leçon et la morale qu'on retient en écoutant ce film-là. Et pourquoi c'est sur la liste? Ben pour ça. Moi, je n'aime pas ce message-là. Vous l'aurez peut-être deviné par mes intimations subtiles dans ce que je viens de vous dire. Je trouve ça complètement invivable. En plus, c'est un film d'une profonde stupidité. Là, c'est ahurissant. Là, vous écouterez ma vidéo là, sur Hangar 18, là, qui a été montée par Jean, en passant, que je salue au passage, là, mon ami Jean. Donc, merci beaucoup. Et qui a fait un très bon boulot là-dessus. Mais voilà, donc vous l'écouterez, la vidéo sur Hangar 18, où j'explique le lien terrible entre la première apparition dans la préhistoire de ces astronautes extraterrestres. C'est pas, Dieu est un extraterrestre là-dedans, ça rentre dans le sujet, puis c'est les bras t'en tombent tellement c'est stupide. Je suis désolé de le dire encore une fois, mais là je parle des trucs pas bons, là, je me permets de vous le dire carrément, là, c'est atroce, là, c'est un affront à la dignité humaine. Et ce film-là est approuvé par la NASA. Carrément. Puis le gouvernement américain, essentiellement. Puis il y a beaucoup de trucs à comprendre dans ce fait-là. Okay. Puis la recommandation, mais pourquoi c'est bon? Avant la recommandation, pourquoi c'est bon celui-là? Ben, c'est bien tourné, puis il y a des séquences de cascades qui marchent bien, puis l'extraterrestre, le visuel est plutôt cool, puis ouais, les décors sont cool, puis il y a Robert Vaughn, un des nombreux films dans lesquels c'est évident que ça ne tente pas d'apparaître, encore une fois, comme Janet Leigh tantôt, ça apparaît dans sa face, là. Mais c'est quand même toujours le fun de le voir apparaître dans un film. Il joue le méchant conseiller diabolique qui cache la vérité au président, là, etc. Fait que c'est le méchant principal, puis lui, c'est toujours agréable de le voir. Ça fait qu'il est là-dedans, fait que pourquoi c'est bon pour ça. Mais puis la recommandation, c'est Independence Day. C'est la seule fois dans ma vie que vous allez me voir recommander Independence Day pour quoi que ce soit, parce que je l'ai vu au cinéma, j'ai pas, ou en VHS, peu importe. Je sais que j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça pour exactement les mêmes raisons. C'est le même niveau de propagande, en vérité. C'est exactement le même message. Pratiquement tous les éléments de l'intrigue, à part le côté Dieu est un extraterrestre, dans mon souvenir, à peu près tous les éléments sont là. C'est vraiment deux films de propagande américaine. Gros comme le bras, la propagande là-dedans. Puis c'est ça, c'est pratiquement un remake Independence Day de Hangar 18. Mais c'est intéressant de comparer les deux, ne serait-ce que pour des raisons sociologiques, puis pour voir à quel point c'est ça. Tu sais, quand on... Voilà. T'sais, moi, j'ai grandi avec le discours que la propagande, c'est ce que les autres faisaient. Hein. Les États-Unis, les autres, ils font pas de propagande. Les communistes font de la propagande. Les Américains, eux autres, ils font juste créer du divertissement, puis nous autres, on dit la vérité. Puis nous autres, évidemment, c'est les Américains et ceux qui obéissent aux Américains, c'est-à-dire les amis qui obéissent à la... Vous voyez le genre. Puis la propagande, c'est ce que les autres font. Puis nous autres, on fait juste être honnête et candide et dire la vérité. Ben voilà, vous écouterez Hangar 18,
puis Independence Day, puis vous m'en reparlerez après de à quel point vous êtes encore convaincu de cela. Suivant, ok, The Swarm, ça je pense que c'est notre avant-dernier pour aujourd'hui. Donc, avant-dernier pire film que j'ai vu depuis le début de la chaîne de Swarm. C'est un film de catastrophe, aussi Vengeance de la nature, des années 70. Puis, qu'est-ce que ça raconte? Ben, c'est des abeilles tueuses qui mangent l'Amérique, comme nos lapins de tantôt. Mais au moins, c'est pas des lapins géants. Ce sont des abeilles de taille normale, mais avec des surintelligentes et hyper agressives. Et c'est un film de catastrophe, je pense, de Irwin Allen, carrément. Comme tous les films de catastrophe des années 70, Towering Inferno, etc., l'idée, c'est que ça va durer 2 heures, 2 heures et demie. Ça va être un spectacle à méga grand déploiement, avec des catastrophes comme Independence Day, incidemment, d'ailleurs aussi, où est-ce que c'est une succession de tableaux de dévastation. Et on a aussi beaucoup de comédiens hyper connus. Donc là-dedans, on a Michael Caine, on a, je pense, Peter Fonda, on a des actrices en fin de carrière, plutôt, j'oublie son nom, mais il y a des acteurs qui étaient populaires dans les années 40-50. Si vous voulez amener papy ou mamie voir un film, puis vous voulez l'inviter à aller voir votre film d'abeilles tueuses, ben, ils ont mis des comédiens pour s'assurer que toute la famille puisse profiter du spectacle inénarrable de nos abeilles qui mangent l'Amérique. Et pourquoi c'est sur la liste? Parce que c'est wow! Ben, quand j'avais fait la vidéo, j'avais dit que c'était potentiellement le pire film que j'avais vu de ma vie. Et ben, c'est ça, c'est un bon exemple de pourquoi Ed Wood n'est pas le pire réalisateur sur Terre. Parce que The Swarm est plus compétent au niveau technique. Puis c'est plutôt très compétent au niveau technique. Ça a une saveur téléfilm années 70, mais si vous en regardez, les téléfilms américains des années 70 sont souvent très très bien réalisés. J'en ai écouté un encore cette semaine. Un autre film de vengeance de la nature, là, sur les fourmis, ouais, c'est ça, avec Susan Summers. J'ai écouté ça il y a 2-3 jours. Ben ouais, c'est pas très très bon, mais c'est bien fait, là, c'est bien tourné, c'est bon. Mais, fait qu'on a ça là-dedans, mais c'est encore une fois profondément stupide. Puis ultimement, si vous suivez là, toutes les vidéos, tous les films dont je parle sur la liste, à part peut-être Kishma, il y en a une couple, mais règle générale, le problème principal de ces films-là, généralement, c'est plutôt la stupidité, en fait. Parce que moi, finalement, c'est plus ça qui me dérange que l'incompétence. Je suis très, très, très indulgent pour l'incompétence technique dans un film. Mais si on me montre clairement qu'on n'a fait aucun effort pour résoudre les problèmes, c'est ça, de logique minimale, là, si personne se comporte comme un être humain, si toutes les situations sont stupides, ben, moi, j'aime pas ça, tu sais, puis c'est ça qu'on a là-dedans. Il y a une séquence où est-ce que les abeilles détruisent une centrale nucléaire, c'est vraiment... c'est épais, là, je veux dire, c'est ridicule, puis c'est rien que des affaires comme ça. Peter Fonda joue un savant, dans une chaise roulante, évidemment. Et il décide qu'il va tester son antidote contre le venin hallucinatoire des abeilles. Et c'est ça, il va tester sur lui-même. Et pourquoi? Parce qu'il faut une séquence où est-ce que le savant s'injecte le venin parce qu'ils ont décidé qu'il allait mettre ça. C'est la seule raison. Il n'y a aucune raison sur Terre pour laquelle un savant voudrait tester. Un savant en chaise roulante avec un problème cardiaque, là, OK? C'est le seul savant sur Terre qui a les compétences techniques pour trouver le remède des abeilles, OK? Qui est fragile au niveau de la santé, puis qui va s'injecter son venin expérimental, qui a 9 chances sur 10 de le buter. Ben, puis vous l'écouterez, vous verrez ce qui se passe, là, mais c'est épais, là, c'est ça. Fait que, puis c'est tout le temps comme ça. Puis Michael Caine, bon, là-dedans, il fait pas mal juste crier tout le long. Mais, fait qu'il il est pas très très bon. Personne n'est bon là-dedans. Mais quand même, pourquoi c'est bon? C'est quand même parce qu'il y a Michael Caine dedans et Peter Fonda. C'est le fun de voir ces comédiens-là livrer potentiellement la pire performance de leur vie. Quoique Michael Caine, on s'en souviendra, a joué dans Jurassic 4 quand même. Là. Mais c'est ça, Michael Caine à son pire, c'est quand même toujours Michael Caine. C'est le gars de 4 Carter, puis un million de films super le fun. Là, ça fait que, bon, c'est le fun de le voir là-dedans. Les décors sont le fun. Puis, ouais, c'est ça, c'est des décors, encore une fois, des années 70, de bases militaro-scientifiques. C'est ça, de films de catastrophe des années 70. Puis ça, c'est cool. Mais, fait que pourquoi c'est bon principalement? Parce que c'est bien tourné. Puis, il y a c'est ça, des comédiens cool, particulièrement Michael Caine. Mais, c'est ça, il va être bien généreux.
quand même, là, pour trouver ses qualités au film. Mais la qualité, c'est ça, Michael Caine. La recommandation, c'est Phase 4 de Saul Bass. On est parlé souvent sur la chaîne. J'ai pas encore fait de vidéo sur ce film-là, mais Phase 4, c'est le 2000 ans au-dessus de l'espace du film de bébites qui mangent le monde. C'est des fourmis ici. Et tout ce que je dirais, c'est que si vous n'écoutez qu'un seul film de science-fiction dans la prochaine année, écoutez Phase 4. Okay, c'est bon comme Tarkovsky, là. Okay, c'est essentiellement à ce niveau-là le film. C'est tout ce que je vais dire là, visuellement, philosophiquement, scientifique, au niveau de science-fiction, au niveau de l'histoire, au niveau de l'atmosphère, au niveau de tout. C'est un chef-d'œuvre transcendant, Phase 4. Puis il n'y en a pas tant que ça, tout genre confondu. Certainement en science-fiction, il y en a beaucoup des bons films, mais des chefs-d'œuvre transcendants. Il y en a une poignée, puis celui-là, Phase 4, c'en est un. C'est notre recommandation. Mention honorable avant de parler du pire film depuis le début de la chaîne. C'est The Bees. J'avais pensé aussi parler de mon film de Triangle des Bermudes, là, okay, dans les mentions honorables. C'est un des premiers films dont je l'ai parlé sur la chaîne. Un des innombrables films de Triangle des Bermudes des années 70, le pseudo-documentaire, je dis innombrable, il y en a genre une quinzaine, quelque chose comme ça. Et pourquoi je ne l'ai pas mis sur... je le mets semi-officiellement, mais c'est un film pas hyper intéressant, personne n'a écouté la vidéo. C'est une curiosité, celui-là, on va dire. OK, c'est votre mention honorable bonus, là, mon film sur le Triangle des Bermudes, puis le film Triangle des Bermudes. Quoi, c'est quand même toujours amusant de voir les anecdotes là, de Triangle des Bermudes. C'est quand même intriguant, c'est pour ça qu'ils faisaient les films. Là, le bateau qu'ils trouvaient abandonné, ça, c'est quand même cool. Mais l'autre mention, la vraie mention honorable, c'est The Bees. Et The Bees, c'est la copie, je pense, mexicaine. Je ne suis pas certain. Là. Il y a John Saxon, en tout cas, là-dedans. Puis quand The Swarm est sorti, The Swarm qui a détruit, je comprends, la carrière de Irwin Allen, ça serait à vérifier, mais de mon souvenir, c'était tellement mauvais, The Swarm, que ça a détruit sa carrière. Mais on croyait encore à l'époque que son nom était synonyme de succès au box-office et garanti. C'était encore le haut de la vague du film catastrophe. Et nos producteurs aux scrupules discutables ont choisi de faire une copie de The Swarm et de le sortir avant que The Swarm sorte pour le battre au box-office, pour profiter de la campagne de marketing, etc. C'est hyper, hyper fréquent au cinéma que ça se produit. Et The Bees est le résultat. Et c'est encore plus déconcertamment, excusez de le dire, mais stupide. C'est hallucinant, The Bees. Mais, je vous vends le punch pour The Bees. Je vais vous le vendre en 3, 2, 1, là. OK, mais c'est pour vous dire à quoi vous attendre. Parce que je vous vends le punch, mais c'est la raison de l'écouter. OK? Ça va vous dire si ce film-là est pour vous ou pas. Je vous dis la fin, mais... de The Bees, là. OK? Mais si vous trouvez que la fin est cool, le fait de ne pas le savoir ne va pas vous déranger, OK? Parce que c'est le niveau d'expérience cinématographique. OK? Puis si savoir la fin fait que vous ne voulez pas la regarder, vous ne voulez pas la regarder de toute façon. OK? Donc, The Bees, à la fin, on découvre que les abeilles sont télépathiques et elle convainc John Saxon, okay, qui a ses entrées aux Nations Unies. Elle convainc John Saxon de convoquer une assemblée générale des Nations Unies et les abeilles s'adressent à l'humanité, aux Nations Unies. Puis ils font un long discours, un long plaidoyer. Je n'ai pas noté tous les détails de leur discours, là, mais c'est ça. C'est le film où est-ce qu'à la fin, les abeilles télépathiques parlent directement aux Nations Unies. Ouais, je dis ça comme ça n'a pas l'air si pire. Mais ça, si vous la regardez, là, vous verrez que ça... C'est pas plus... c'est pas... L'exécution n'y est pas. Mais il y a John Saxon, il fait du kung-fu. Il fait du kung-fu contre des abeilles. Carrément, là. John Saxon, je pense qu'il joue dans le film de Bruce Lee, là, il fait du kung-fu, justement. Fait qu'il fait du kung-fu là-dedans, puis ils se sont dit, puis si on a John Saxon, il faut qu'il fasse du kung-fu. OK? Et donc, c'est qui notre adversaire des abeilles? Vas-y, mon John! Ça fait que, évidemment, il n'y a pas d'abeilles vraiment dans la scène. Ça fait qu'ils ont filmé John Saxon en train de donner des coups, des haïa, des coups de karaté dans le vide, et ils ont rajouté des abeilles en post-production. Ça fonctionne plutôt bien. L'effet spécial marche plutôt bien. Et puis on y croit, on croit vraiment que John Saxon est en train d'avoir un combat à main nue.
de Jeet Kune Do contre cet essaim télépathique qui, bientôt, on l'apprendra, va s'adresser aux Nations Unies. Et donc, ben voilà, fait que j'ai fait une vidéo là-dessus, mais je l'avais mis juste sur Patreon à l'époque où je pensais à... Bon, peu importe, là, okay? Je vais peut-être la mettre sur la chaîne ici, la rendre publique. C'est une réaction à vif de 10 minutes où est-ce que j'ai juste parlé à la caméra quand je venais de regarder le film, quelque chose comme ça. Et je la mettrai peut-être en ligne. Si vous êtes intéressé de la voir, dites-le moi dans les commentaires, comme on dit, puis je la mettrai, je la publierai là. Voilà, et notre pire film que j'ai regardé depuis le début de cette chaîne. Alors, le pire film depuis le début de Pourquoi c'est bon que j'ai découvert, c'est Galactica 3. Puis, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, c'est un des 3 téléfilms, mais qui ont été projetés en salle, notamment en Europe, dans certains pays, basé sur la série Battlestar Galactica des années 70. Mais je dis la série, en vérité, c'est faux, parce qu'il y a eu 2 séries. Chacune a duré 1 saison, et la première, c'est celle avec Starbuck, Apollo, etc. Et c'est celle dont tout le monde se souvient, parce que même si c'est kitsch, puis que, bon, la plupart des épisodes sont pas terribles, il y a quand même pas mal d'affaires hyper cool. Les silons sont cool, la musique est cool, les costumes sont cool, les séquences d'effets spéciaux sont super bonnes, puis il y a une couple de bonnes histoires là, dans Galactica, puis le premier pilote, le téléfilm de Galactica, bon, écoutez, là, moi j'ai grandi avec ça comme vous autres, si ça se trouve, là, c'est une copie bon marché de la Guerre des Étoiles, mais une bonne copie bon marché en téléfilm de la Guerre des Étoiles, là, c'est très cool, le Galactica, quétaine, mais cool. La première série, les codes d'écoute n'étaient pas ce qu'ils voulaient, donc ils ont retiré l'émission des ondes, mais les producteurs ont décidé pour des raisons de comptabilité, quoi, je comprends. Il y a une affaire bizarre, on avait les costumes, on voulait pas les jeter. Des raisons, toutes les raisons sur Terre, sauf des raisons artistiques, ont décidé de lancer une 2e saison de Galactica, la célèbre Galactica 80, et où ils ont tué tous les personnages sauf Adama. Puis Adama lui-même était supposé pas être là, mais il a pleuré quand il a appris que c'était le cas. Puis c'est pas pour rire de lui, là. Il voulait faire partie de la production, il a obtenu... ça, c'est à son... Je veux dire, je lui lève mon chapeau en quelque part, parce qu'il voulait vraiment participer à la série. Donc, peut-être qu'il aimait le personnage du commandant Adama, etc. Et donc, il a obtenu d'être dans la série, mais c'est une pâle ombre de lui-même. Le vrai patron du Galactica dans Galactica 80, c'est un enfant prodige de 12-14 ans, un genre de Wesley Crusher, mais puissance 3000, là. Puis c'est ça, Apollo est plus là, Starbuck est plus là, Athéna est plus là, Boomer, tout le monde, plus personne n'est là. Et on n'est plus dans le cosmos vraiment, parce que c'est le moment où le Galactica arrive sur Terre. Et c'est pas bon, c'est juste pas bon. Je l'ai cherché pendant de nombreuses années. Puis quand je l'ai écouté, ben, si vous avez revu ma vidéo sur Galactica 3, ce que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas encore regardé, ben c'est ça, c'est un assemblage d'épisodes, et puis c'est déconcertant. Puis c'est ça, Galactica 3, la série Galactica 80, ce que j'avais découvert en faisant de la recherche pour la vidéo, c'est que tout le monde qui était impliqué dans la production, essentiellement, voulait saboter la série parce qu'ils savaient que c'était pas bon, puis l'atmosphère était pas bonne, puis essentiellement le talent, comme on dit, les gens qui écrivaient les scénarios, je pense même les showrunners, comme on dit aujourd'hui, les responsables de l'émission, ont mis tous les efforts possibles et imaginables pour s'assurer de créer la pire émission sur Terre, pour s'assurer qu'elle soit retirée des ondes, parce qu'essentiellement, il s'était fait dire si tu refuses de travailler sur cette série, ta carrière est finie, là, you will never work in this town again. C'est essentiellement, ils ont fait chanter les gens qui ont travaillé sur la série, à part pour le commandant Adama, Lord Green, qui voulait être dedans, mais les producteurs, les principaux, les patrons de la série, là. Ils se sont fait imposer de travailler là-dessus, et donc ils ont décidé qu'ils allaient saboter la série et ainsi sauver leur carrière. Puis tout ça, ça ferait un bien meilleur film.
cette histoire-là que ce qu'on voit à l'écran. Puis, parce qu'encore une fois, il y aurait une fin heureuse à ce film sur la production de Galaxy 80, parce qu'ils ont réussi à produire, d'une part, la pire série, si ça se trouve, de l'histoire de la science-fiction, et d'autre part, à assurer donc l'extinction de la franchise de Battlestar Galactica, au moins jusqu'au reboot des années 2000. Et pourquoi c'est bon, malgré tout, c'est que, bon, tout ce qui est... Parce que c'est beaucoup assemblé de stock films, c'est un assemblage d'épisodes de télé, de la série télé, assemblé un peu n'importe comment. Et il y a une sorte d'intrigue, mais c'est ça, c'est un copier-coller de bouts d'épisodes de la série. Et tout ce qui est tiré de la série des années Battlestar Galactica 80, de la deuxième saison, tout ça c'est mauvais. Tout est aussi mauvais que vous pouvez imaginer et bien davantage encore, bien plus encore. Mais il y a beaucoup de stock films de la première série, les batailles avec les Cylons, le Galactica, etc., la musique, bon. Fait que tout ça c'est super cool. Fait que pourquoi c'est bon? Ben parce qu'il y a des Cylons qui font wong-wong avec leur œil lumineux, c'est pour ça que c'est bon, c'est pas plus compliqué que ça. Et même les Cylons, ils réussissent à les rendre poches. C'est ça. Encore une fois, regardez ma vidéo plus longue, là, je rentre dans le détail. Là. Mais quand on voit des Cylons de la première série avec leur costume en chrome, là, ça c'est cool. Fait que pourquoi c'est bon, c'est pour ça. Et la recommandation pour Galactica, ben je l'ai un peu évoqué, c'est n'importe quoi de Galactica sauf ça. Donc, le premier téléfilm, c'est Keten, mais c'est cool, là, c'est cool disco, Eric Von Däniken, c'est ça, copie de Guerre des Étoiles, mais il y a beaucoup, beaucoup de créativité qui a été mise là-dedans. Ça fait que, ouais, il y a beaucoup de choix artistiques discutables, mais c'est cool, Galactica, j'ai pas besoin de vous convaincre, là. Bon, voilà, puis là, il y a un deuxième téléfilm qui a été assemblé à partir de 2 épisodes, là. Je crois que c'est l'histoire avec le Pegasus, là. Où est-ce qu'on trouve un deuxième Battlestar, puis c'est un autre vaisseau, puis finalement, ça s'est très mal passé à bord de ce vaisseau-là. C'est une super bonne histoire, en vérité. Il y a le deuxième qui est un peu moins connu, mais qui était très bon. Puis, dans la série Galactica, ben, on a parlé tantôt du reboot des années 80, avec Edward James Olmos, puis tout ça, là, tout ce monde-là, là, bien, je m'en confesse, là, j'ai pleuré, moi. Quand j'ai vu la mini-série de Galactica, quand les bombes nucléaires tombent, là, j'ai carrément des larmes, là, des sanglots, là, parce qu'artistiquement, c'est un triomphe. Le reboot de Galactica. Puis, autant la mini-série, le téléfilm, là, qui est c'est ça, magistral au niveau dramatique, artistique, visuel, créatif. C'est vraiment, ils ont vraiment, vraiment réussi leur coup. Puis la série, c'est vraiment les 2 premières saisons, la deuxième en particulier, là, mais aussi la première, le premier épisode de la série en tant que telle, après là où les mini-séries, je pense qu'il y en a 2, je ne m'en rappelle pas, je n'ai pas vérifié, là, mais le premier, là, où est-ce qu'ils sont en train de... premier épisode de la série en tant que telle, où est-ce qu'ils sont... Ils viennent de quitter leur colonie, puis ils sont traqués par les Cylons, puis ils doivent sauter dans l'hyperespace à toutes les 14 minutes ou quelque chose comme ça. Puis c'est super dangereux, puis c'est super compliqué, puis il faut qu'ils fassent ça pendant 24 ou 48 heures sans dormir. C'est juste ça l'histoire. Dans les meilleures affaires que j'ai vues de ma vie, certainement à la télé, certainement dans la science-fiction, c'est absolument génial et mémorable. Puis deuxième saison de la série, là, ils finissent par bâtir une colonie, là, puis ça prend vraiment une direction là, hallucinante. Là. Ça aussi, c'est une des meilleures affaires que j'ai vues de ma vie quand il s'installe pendant une couple d'épisodes, pendant un bout. Là. C'est remarquablement bon, vraiment intelligent, vraiment bien écrit. Puis il y a tout le commentaire politique, là, c'est brillant, 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 brillant. Fait que ouais, Galactica, okay, les 2 dernières saisons, c'est un peu moins bon. La finale, c'est pas terrible. Là. Moi, j'ai quand même aimé ça, mais ça a été critiqué à juste titre. Mais c'est facile de recommander quelque chose qui est bon, à part Galactica 3 quand on parle de Galactica 3, parce que essentiellement, tout sauf Galactica 3 dans l'univers de Galactica est excellent. Ben, il y a des hauts, puis il y a des bas, puis il y a des trucs qui éteignent, comme j'ai dit, mais somme toute, là, c'est ça. Recommandation, c'est facile. Écoutez Galactica, le premier téléfilm, écoutez le deuxième téléfilm, écoutez la série au complet, c'est juste un coffret DVD sur une saison. C'est pas tout bon, mais il y en a une couple de vraiment très très bons. Il y en a un qui est basé sur Guns of Navarone, où est-ce qu'il faut qu'il attaque une base. Sinon, là, ça c'est excellent. Ça, cet épisode est malade mental, là, cet épisode-là. Et, ben, c'est ça. Écoutez, si vous l'osez, si vous voulez, là, au moins la mini-série, là, avec
Edward James Olmos. Puis j'oublie le nom de la fille qui est super bonne. La fille qui joue à Starbucks, elle est excellente. Là. Je ne me rappelle pas de son nom, mais elle est vraiment, vraiment super bonne. Puis tout le monde est excellent. Le gars qui joue Baltar, il est super bon. La fille qui joue le Silon est super bonne. Il y a le gars qui joue l'officier principal, Colonel Tai, je pense, il est super bon. Dean Stockwell est là-dedans, il fait un des Silons. Fait que ouais, puis c'est bien écrit, vraiment, vraiment brillant, là, Galactica, le reboot. Fait que voilà, la recommandation, c'est ça. Et en ce qui concerne cette longue vidéo sur les pires films que j'ai écoutés depuis le début de la chaîne, ben voilà. C'était ça. J'espérais faire 20 minutes, je crains que ça soit beaucoup plus long. Dans les prochaines 2 semaines à peu près, là, je vais sortir une couple de vidéos sur les meilleurs films depuis que j'ai parti de la chaîne, que j'ai découvert. Et aussi, je vais faire une vidéo, comme j'ai mentionné, sur un film mystère que j'aime beaucoup, que tout le monde dit qu'il n'est pas bon, mais moi que j'adore. Donc ça s'en vient dans pas longtemps. Et ben, comme toujours, ben, je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Je vous aime d'un amour profond. Et je suis vraiment content que vous soyez là. Il est formidable, il est fantastique. Et voilà. Merci d'être là et on se voit très bientôt. Puis long et prospère. À la prochaine.